Il y a des silences qui ne sont pas juste des absences. Ce sont des réponses. Des réponses qu'on ne veut pas entendre. Des messages qui ne viennent plus. Une présence qui disparaît sans explication. Un esprit qui, lui, continue de chercher. Jusqu'à s'épuiser. Aujourd'hui, on va entrer dans une histoire réelle, dans ces mécanismes universels et dans ce qu'elle réveille. C'est l'histoire de Kalia. Une femme, une rencontre, un début qui semble prometteur, et puis soudain, plus rien, juste le silence, et une question qui devient obsédante. Qu'est-ce que le silence de l'autre vient réveiller en nous ? Kalia a une trentaine d'années. Depuis quelque temps, elle ressent cette fatigue émotionnelle propre aux relations modernes. Les conversations intenses qui disparaissent du jour au lendemain, des liens rapides, des promesses implicites, et cette étrange sensation que beaucoup cherchent l'amour sans toujours savoir réellement créer du lien. Alors, quand elle croise Franck sur une application de rencontre, quelque chose lui paraît différent. Les échanges sont fluides, naturels. Ils passent des soirées entières à parler, parfois jusque tard dans la nuit. Ils parlent de leurs blessures, de leurs anciennes relations, de leurs projets, de tout et de rien aussi. Et dans ces longues conversations où deux inconnus commencent doucement à se dévoiler, quelque chose s'ouvre chez Kalia. Une confiance, une possibilité. Lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois, le courant passe immédiatement. Franck, il est attentif, cultivé, drôle, affectueux. Il semble sincèrement intéressé par Kalia. Et dans une époque où beaucoup de relations ressemblent parfois à un scroll affectif, cette présence-là touche profondément Kalia. Alors elle commence doucement à se projeter, pas dans quelque chose d'excessif, mais dans une continuité possible, une relation stable, un lien sincère. Ils se revoient donc plusieurs fois. Et à chaque rendez-vous, Kalia sent quelque chose se détendre intérieurement. Comme si elle abaissait peu à peu ses protections émotionnelles. Puis soudainement, quelque chose change. Les messages deviennent plus espacés, les réponses plus froides, plus courtes. Avant, Franck, il écrivait spontanément. Mais maintenant, les silences s'installent. Et très vite, Kalia commence à sentir l'angoisse monter. Au début, elle essaie de rationaliser, comme on le fait tous. Elle se dit, il doit être occupé, il doit être fatigué. Peut-être que son travail le stresse. Mais plus les jours passent, plus son esprit commence à tourner en boucle. Elle regarde son téléphone constamment. Elle relit les conversations, analyse les détails. Elle regarde le dernier message, elle essaye de donner un sens à l'emoji. Le dernier bonne nuit qu'il lui a envoyé. Oui, parce qu'à ce stade-là, même un point final peut devenir une enquête du FBI émotionnelle. Et surtout, elle cherche ce qu'elle aurait pu faire de travers. C'est un mécanisme que le psychiatre Aaron Beck, fondateur des thérapies cognitives, appelle la personnalisation. À savoir, le cerveau interprète alors le comportement de l'autre comme une conséquence directe de notre propre valeur. Le silence de Franck devient progressivement dans l'esprit de Kalia une preuve qu'elle n'est pas assez intéressante, pas assez désirable, pas assez importante pour qu'on reste. Et plus l'incertitude grandit, plus son cerveau cherche désespérément des explications. Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik explique que le cerveau humain supporte très difficilement le vide émotionnel et l'absence de sens. Alors, il se met à créer lui-même des scénarios pour tenter de sécuriser l'incompréhensible ou tenter de comprendre l'incompréhensible. Alors Kalia, elle alterne entre l'espoir, l'angoisse, la tristesse, puis la colère, puis la culpabilité. Mais ce qui l'a fait souffrir dépasse peu à peu la simple disparition de Franck. Quelque chose de plus ancien semble se réveiller intérieurement. La thérapeute Lise Bourbeau, à travers les 5 blessures émotionnelles,
explique que certaines relations réactivent des blessures profondes construites bien avant la rencontre actuelle. Chez Kalia, plusieurs blessures semblent se réveiller. La blessure de rejet, celle qui fait croire que si quelqu'un part, c'est que nous ne sommes pas suffisamment aimables. La blessure d'abandon, parce que le ghosting crée une disparition brutale, sans sécurité émotionnelle ni véritable clôture. Et parfois même la blessure de trahison, lorsqu'une personne semble sincèrement investie au départ avant de disparaître soudainement. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, Kalia ne vit plus uniquement le silence de Frank. Elle revit inconsciemment toutes les peurs émotionnelles que ce silence vient toucher en elle. Et petit à petit, elle commence aussi à comprendre autre chose. Cette relation met probablement en lumière un décalage de maturité émotionnelle entre les deux. Au début, Frank semble très investi, présent, intense et attentif. Mais lorsque la relation commence doucement à devenir plus réelle émotionnellement, c'est-à-dire lorsqu'elle implique potentiellement la stabilité, l'engagement, la vulnérabilité, quelque chose en lui semble se refermer. Et cela renvoie à une notion essentielle, et c'est la maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle, ce n'est pas seulement savoir séduire ou être présent au début d'une relation, c'est aussi la capacité à communiquer honnêtement, gérer l'inconfort émotionnel, à assumer ses choix et à ne pas fuir lorsqu'une relation devient émotionnellement engageante. Le psychologue John Gottman, spécialiste des relations de couple, explique que la solidité d'une relation repose moins sur l'intensité du départ que sur la capacité des deux personnes à gérer la vulnérabilité et les difficultés relationnelles avec maturité. Le psychologue John Gottman, spécialiste des relations de couple, explique que la solidité d'une relation repose moins sur l'intensité du départ que sur la capacité des deux personnes à gérer la vulnérabilité et les difficultés relationnelles avec maturité. Et dans le ghosting, il existe souvent une forme d'évitement émotionnel. Non pas forcément de la méchanceté consciente, mais une incapacité de la personne à gérer honnêtement une séparation. Frank semble alors fonctionner dans quelque chose de très présent au début, puis petit à petit fuyant lorsque la relation demande davantage de profondeur. Kalia, elle, possède une autre forme de maturité émotionnelle. Elle cherche à comprendre, à communiquer, à créer du lien. Mais elle découvre aussi que sa propre maturité émotionnelle reste fragilisée par ses blessures affectives. Parce que l'on peut être sincère émotionnellement tout en restant très vulnérable à l'intérieur. Le philosophe Spinoza disait déjà que nous souffrons moins des événements eux-mêmes que des représentations mentales que nous leur associons. Et dans cette histoire, Kalia commence justement à comprendre que son esprit mélange peu à peu la réalité, ses peurs et ses blessures anciennes. Puis un jour, quelque chose commence doucement à changer en Kalia, avec une lucidité progressive. Elle comprend que ce qui l'épuise désormais, ce n'est plus seulement l'absence de Frank, c'est l'attente d'un message, d'une explication, d'un retour. Et elle réalise quelque chose de difficile. Elle est en train de suspendre sa paix intérieure à quelqu'un qui a choisi le silence. Le philosophe Épictète disait « Ce qui trouble les hommes ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. » Petit à petit, Kalia comprend que son esprit tente désespérément de trouver une logique à quelque chose qui n'en aura peut-être jamais. Et surtout, elle commence à distinguer ce qui appartient au comportement émotionnellement immature de Frank et ce qui appartient à ses propres blessures émotionnelles réactivées. Cette nuance change profondément son regard, parce qu'elle comprend enfin que le comportement de Frank ne définit pas sa valeur. Le psychiatre Christophe André explique souvent que lorsque l'estime de soi est fragilisée, nous cherchons inconsciemment des preuves extérieures de notre importance. Et lorsque ces épreuves disparaissent brutalement, tout l'équilibre émotionnel vacille. Mais peu à peu, Kalia comprend quelque chose d'essentiel.
Le silence de Franck parle probablement davantage de ses limites émotionnelles, de sa peur de l'engagement et de son incapacité à gérer honnêtement une séparation, que de la valeur réelle qu'elle possède. Alors doucement, Kalia commence à revenir vers elle-même. Elle arrête de vérifier s'il est connecté, elle cesse de relire leur ancienne conversation, elle comprend progressivement que continuer à chercher des réponses chez quelqu'un qui a choisi le silence risque surtout de prolonger sa souffrance. Et surtout, elle commence à déplacer son énergie, non plus vers comment le faire revenir, ou pourquoi a-t-il fait ça, mais vers comment me construire sans avoir besoin qu'il revienne. C'est une bascule intérieure importante. Le psychologue Jack Salomé parlait souvent de la nécessité de revenir à soi, cesser de se définir uniquement à travers le regard ou la présence de l'autre. Ce retour à soi ne ressemble pas à quelque chose de spectaculaire, il ressemble parfois simplement à arrêter de mendier une attention, à ne plus interpréter chaque silence comme une preuve d'échec, à accepter qu'une absence de réponse soit déjà une réponse, et à recommencer doucement à se choisir soi-même. La blessure ne disparaît pas immédiatement, mais quelque chose devient plus stable intérieurement, plus calme, plus lucide. Et peut-être qu'au fond, grandir émotionnellement, c'est apprendre ceci, ne plus courir après ceux qui disparaissent et commencer enfin à rester auprès de soi-même.